Voilà, bienvenue à tous. Euh, Merci de vous être inscrits, assez nombreux. Il y a eu pas mal d'inscriptions. On était quasi à la limite de ce que je pouvais accueillir au niveau de cette session Zoom. La conférence ici a pour objectif de parler de coaching étudiant. Donc c'est vraiment le coaching scolaire, mais spécifique au supérieur, hein, à l'université, aux études supérieures de manière plus générale. Et de vous présenter déjà un peu des outils. Alors ici, on est à la veille du blocus de Noël, et donc l'idée c'est d'essayer de vous fournir un maximum de choses dans le temps imparti. Et on va aborder vraiment deux aspects vraiment de l'étude que je travaille vraiment de manière intégrée, qui sont évidemment il y a la méthode de travail, il y a des choses à apprendre sur comment on fonctionne, comment est-ce qu'on peut comprendre, mémoriser, etc. Mais ici ce que j'aime beaucoup travailler, c'est de manière intégrée toutes les questions de la motivation. Le sous-titre un peu de la conférence, c'est méthodo et procrastination. Donc vraiment cette capacité à se motiver, à pouvoir s'engager vraiment dans l'étude. Et en réalité, elles sont souvent abordées de manière séparée. On travaille la méthode de travail et éventuellement, s'il y a des difficultés, on peut aborder aussi la motivation, comme si c'était deux sujets différents dans un package un peu plus global. Or, toutes les questions de la motivation, on va le voir ici, et les questions vraiment de qu'est-ce que je fais en pratique, les actions que je peux porter au niveau de mon étude, en fait c'est quelque chose de très intégré, c'est quelque chose qui peut vraiment se travailler presque simultanément parce qu'il y a des choses qui vraiment font le lien entre les deux. Et donc c'est ce que je souhaitais vous partager ici par rapport à cette conférence, vraiment essayer de vous partager un petit peu les outils autour de cette procrastination et comment pouvoir un peu la dépasser. Ça va? Donc voilà, pour les petits aspects pratiques, donc si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, hein, on ne doit pas attendre la fin pour des questions-réponses, surtout quand c'est sur le sujet que je suis en train d'aborder, c'est toujours bien de donner des éclaircissements tout de suite. Donc n'hésitez pas, et je vous invite peut-être à le faire via la conversation, le chat, c'est toujours le meilleur moyen, comme ça me permet de terminer ce que je raconte, et enfin de pouvoir répondre à votre question. Ça va? Voilà, alors on va pouvoir se lancer. Coaching étudiant. Donc ici, le passage à l'université, ou de manière générale aux études supérieures, c'est toujours un défi particulier, tout le monde s'accorde à le dire, on le sent bien, parce qu'il y a pas mal de choses qui deviennent beaucoup plus complexes que dans le secondaire. Il y a une quantité de matière qui explose, on est vraiment dans des quantités qu'on n'avait pas l'année précédente, on a une compréhension qui est attendue et qui est attendue comme étant plus en profondeur, plus subtile, il ne suffit pas simplement de connaître vaguement, on va devoir commencer à utiliser les concepts, donc il y a une compréhension beaucoup plus profonde qui doit se faire. On parle souvent de compréhension en profondeur ou superficielle, et donc voilà, c'est quand même une grosse différence. Toutes les questions d'organisation aussi, là, pour certaines études, il y a souvent des choses qui s'organisent pour justement des petites évaluations en cours de route, pour s'obliger un peu à se mettre au travail, mais de manière générale, le gros du travail se fait 2 fois par an, ou 3 fois si on n'a pas eu de chance à ces sessions, mais donc ça se passe pendant le blocus, pendant les périodes de révision, et on a des sessions d'examen qui sont beaucoup plus denses d'un seul coup. Donc on est obligé de commencer à s'organiser, à trouver une rigueur personnelle. En secondaire, on a les interros qui nous obligent un peu à nous y mettre au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup de changements, et il y a encore d'autres aspects évidemment, mais ça c'est les trois principaux on va dire. D'autres aspects aussi qui sont là, mais ça fait beaucoup de changements dans cette transition. Et donc, par rapport à cette transition, la première chose qu'on propose en règle générale dans les offres de coaching scolaire, et c'est la première chose qui est recherchée, c'est le mot-clé, c'est la méthode de travail. Donc on dit, voilà, tu dois développer une méthode de travail, une méthode d'organisation aussi du temps. Et donc oui, évidemment, ça peut d'office être utile. Mais la difficulté, c'est que quand on commence à avoir des problèmes au niveau de l'étude, on essaye de mettre en place des choses, on regarde un peu comment des étudiants qui fonctionnent bien font, et on essaie de faire la même chose, on essaie d'écouter les conseils des profs, des services d'aide, etc. Et donc on essaie d'appliquer ça, sauf qu'il y a des étudiants, ils font exactement la même chose que ceux qui sont brillants, sauf qu'eux, ils restent en difficulté. Ils font ce que les autres font, d'accord, on est vraiment sur l'action, sur l'observable, ils font les mêmes types de synthèses, ou ils font les mêmes types de to-do list, etc. Sauf qu'avec eux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un autre aspect de l'étude extrêmement important et qui accompagne la méthode de travail, et qui, sans cette partie-là, la méthode de travail est tout simplement inutile, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de notre tête. Donc l'apprentissage en tant que tel se passe où? À l'intérieur de notre tête, dans notre esprit, dans notre concentration. Et donc la notion de concentration va être extrêmement importante. Parce que si à un moment donné, un étudiant brillant va se mettre à lire son cours et à sortir de cette lecture avec une compréhension qui a déjà bien avancé, même certaines informations qui ont déjà été mémorisées, quelqu'un qui va lire le cours mais avec une concentration différente,
va sortir de là avec pas grand-chose, justement. La compréhension sera plutôt médiocre, il y aura des choses qui sont un peu confuses dans sa tête, etc. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est qu'est-ce qu'il a fait à l'intérieur pendant qu'il était en train d'étudier. Et donc, on met beaucoup trop d'espoir sur la méthode de travail, comme si on allait donner une sorte de produit qui fait qu'après, la personne, hop, elle est tranquille, elle fait ça et elle va réussir. Éventuellement, elle est tranquille, elle fait ça, on ne va pas l'embêter à lui dire qu'elle n'a pas étudié, donc ça peut être très bien pour gérer les parents ou, ou l'autorité qui est autour, mais concrètement, c'est pas la méthode de travail qui fait. La méthode de travail n'est qu'un prétexte, n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans notre tête. Et donc la question de la concentration est vraiment essentielle. Mais à nouveau, se dire concentre-toi, ça c'est bien gentil, c'est une phrase qu'on a tous entendue dans notre parcours scolaire. Bon allez vas-y, maintenant concentre-toi, parce qu'on sentait, l'enseignant avait pu remarquer que notre attention était plutôt flottante. Donc vas-y, concentre-toi, oui, mais sauf que concrètement ça veut dire quoi? Est-ce que je fronce les sourcils? Est-ce que je regarde le tableau un peu plus intensément? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et donc vraiment de comprendre, c'est quoi les opérations mentales? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête quand on doit se concentrer? Et surtout, c'est bien beau de se dire de se concentrer, mais à nouveau, il manque encore une dernière composante à l'étude. Donc on a parlé des actions, c'est vraiment qu'est-ce que je fais, ma méthode de travail, ce qui se passe dans ma tête avec la concentration. Mais cette concentration n'arrivera jamais s'il n'y a pas justement cette question de la motivation qui est derrière. C'est vraiment la concentration, c'est le résultat d'une motivation. Une fois qu'on se sent motivé dans une tâche, et je ne parle pas de motivation que au sens large de êtes-vous motivé dans vos études, est-ce que le futur métier que vous imaginez vous motive, mais simplement être devant sa feuille, attaquer ce chapitre, cette notion-là, est-ce que je sens la motivation? Parce que cette motivation va... En fait, c'est vraiment avoir comme une sorte de réservoir d'énergie. C'est quelque chose qui va monter notre niveau d'alerte, et la concentration, ça va être vraiment un élément qui nous permet d'engouffrer, vraiment de diriger toute cette énergie de la motivation, la diriger vers une tâche bien spécifique, qui va être de la mémorisation, de la compréhension, de la structure, etc., etc. Et là, vous avez vraiment les trois composantes de l'étude. Des actions, vraiment avec la méthode de travail, des pensées, avec la concentration, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, parce que c'est là au final que l'étude se fait, et cette motivation qui est vraiment le réservoir d'énergie qui va permettre cette concentration. Si vous attaquez l'étude directement au réveil à moitié endormi, votre concentration sera médiocre parce que votre niveau d'énergie est tout à fait bas. Ok, c'est vraiment, on a besoin de cette énergie qui monte pour pouvoir y aller. Et donc voilà un petit peu pour introduire vraiment la place de la motivation. C'est pour ça que je ne peux pas ne pas aborder cette question, ce sera même l'essentiel de cette conférence, c'est vraiment ce lien entre l'étude et vraiment la motivation. Et donc c'est ça que je souhaite aborder. Et donc la motivation, si j'essaie d'avancer un petit peu dans une définition par rapport à ça, je vous invite en fait à évoquer, à faire venir l'image que vous avez, l'image spontanément que vous avez quand vous pensez à une personne motivée. Et de voir un petit peu cette personne motivée, si on doit lui coller une émotion, ce serait laquelle? En règle générale, c'est toujours la même. D'ailleurs, quand vous cherchez des photos sur Internet, quand vous essayez de faire une affiche ou des choses comme ça, je peux vous attester, quand vous marquez motivation, vous avez tout le temps des têtes de gens joyeux. Okay, c'est toujours la joie, comme si la motivation, c'était quelque chose juste de positif. Or, je vous invite à nouveau à penser à autre chose, c'est éventuellement à un domaine de votre vie que vous avez investi. Quelque chose qui vous a vraiment passionné, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être à un moment donné vraiment vos études dans lesquelles vous êtes senti vraiment vous investir très fort, ça peut être un projet personnel, artistique, n'importe, mais quelque chose dans lequel vous vous sentiez investi. Si vous avez un exemple comme ça en tête, vous savez que ça n'était pas que de la joie. Quand on est vraiment investi, quand on se lance dans un projet qui nous passionne, on a aussi peur de se planter. Parce que ça nous tient à cœur, on y tient à ce projet-là. Donc on a aussi ces peurs qui sont présentes. On a aussi de la frustration quand ça n'avance pas, quand les choses bloquent, quand on n'y arrive pas bien, quand ça nous énerve, on a besoin d'avancer. On se sent très déçu. Quand on est très motivé, en fait, quand il y a un échec qui arrive, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on se sent particulièrement déçu. Et donc en fait, c'est vraiment la première idée clé que je souhaite vraiment vous amener, une idée, vraiment un point fort par rapport à ce que je veux vous amener ici dans la conférence, c'est que une personne motivée n'est pas une personne joyeuse. Une personne motivée, c'est une personne pleine d'émotions. Okay, quand on se sent motivé, ça ne veut pas dire qu'on est juste enthousiaste. Et donc, je m'adresse surtout ici aux étudiants. Je sais qu'il y a pas mal de professionnels aussi qui sont là dans l'accompagnement aux étudiants, mais ici je m'adresse plus aux étudiants. Si vous souhaitez à un moment donné vous motiver, ne comptez pas que sur l'enthousiasme.
Ok, c'est juste sur l'excitation. Parce qu'il y a des cours de toute façon où vous n'arriverez pas à être enthousiaste, ce serait de la mauvaise foi. Donc heureusement, ben, en fait non, la motivation couvre la totalité des émotions. Et je vais parcourir en fait ces émotions et leur place et comment ça fonctionne. C'est quoi cette mécanique émotionnelle qui est la motivation, c'est-à-dire le fait de sentir des choses par rapport à un domaine, notamment ici vos études, votre projet d'études. Alors, pour me rapprocher des émotions, je vais devoir quand même poser un petit cadre théorique parce que la motivation, c'est pas juste on-off. Il n'y a pas motivé, pas motivé. En fait, il y a 3 niveaux de motivation. Il y a les personnes qui vont être dans une motivation passive. Donc là, c'est vraiment le niveau le plus bas. Vraiment, donc être passif, c'est le premier niveau de motivation. Des gens qui vont être davantage réactifs et d'autres personnes qui vont être proactives. Ok, on a les 3 niveaux, passif, réactif, proactif. Je vais vous les décrire tous les 3. En fait, la personne passive, et donc là, vous allez pouvoir observer, commencer à essayer de sentir où vous vous situez, en tout cas au niveau de vos études. Après, selon les cours, ça peut être différent, mais je vais vous décrire un peu ça pour pouvoir vous évaluer par rapport à ça. La personne passive, c'est pas quelqu'un qui ne fait rien. Ça, ce serait le piège de se dire, ben non, non, mais si, j'étudie quand même. Je veux dire, quelqu'un qui se met à son cours, qui se met à son bureau, bah voilà, il est en train de faire des choses. Donc on ne reconnaît pas la personne passive à ce qu'elle fait, ou entre guillemets à ce qu'elle ne fait pas, mais plutôt à l'énergie qu'elle a quand elle est en train de le faire. Et donc, un étudiant passif, si ses parents passent derrière et regardent, ils sont plutôt rassurés parce qu'il est à son bouquin, il est en train de regarder, il a les yeux bien fixes là-dessus. Mais par contre, l'énergie avec laquelle il l'est, vraiment cette énergie qu'il a à disposition et cet engagement dans la tâche, il n'y en a pas. Et donc ça, c'est typiquement le genre de choses où on lit, on arrive en bas de la page et aucune idée de ce dont ça parle. Okay, vraiment, on a complètement décroché. Donc la personne passive, c'est pas qu'elle ne fait rien, c'est vraiment qu'elle a vraiment peu d'énergie engagée dans ce qu'elle est en train de faire. Il y a quelque chose qui est relativement plat. Et d'un point de vue émotionnel, en fait, la personne qui se retrouve à un moment donné dans un épisode passif, parce que ça reste des épisodes, hein, c'est pas une identité, il n'y a pas des personnes qui sont passives, certaines le sont plus que d'autres, mais c'est pas une identité, c'est pas une fatalité. Mais en tout cas, les personnes, quand on est passif, on l'a tous été à un moment donné, au niveau émotionnel, il n'y a pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a aucune émotion, en fait. Après, les émotions, elles sont là. Quand je dis qu'il n'y a pas d'émotion, ça ne veut pas dire que la personne est simplement sereine, en paix, et tout va bien. Non, il y a des émotions qui sont là derrière, mais qui sont mis avec un couvercle par-dessus. Et donc les émotions, elles sont là, elles poussent sur le couvercle, et ce qui reste, ben, en fait, c'est une sensation un peu diffuse, émotionnelle. C'est une sorte d'anxiété. J'ai pas peur, mais bon, je me sens pas non plus très à l'aise. Il y a une sorte de la culpabilité, c'est souvent quelque chose qui est très vite ressenti parce que ça c'est une émotion qui est un peu flottante comme ça. On se sent pas bien, on se sent pas très fier, on se sent et donc c'est quelque chose de relativement plat. Le paysage émotionnel n'a pas beaucoup de dynamique, ce qui est d'ailleurs le problème. Et donc la personne passive, ce qui va être intéressant, c'est que y a une notion, vraiment, une idée théorique en fait, à vraiment garder en tête, c'est que la personne qui est passive ne peut pas devenir proactive. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. C'est-à-dire de vouloir d'un seul coup devenir cette personne proactive que vous avez autour de vous, vos parents, des amis ou des gens comme ça qui sont vraiment dans un moteur interne très fort, c'est pas possible. On ne peut passer qu'un échelon à la fois. Et donc la personne passive, ce qu'elle va devoir devenir avant de devenir proactive, c'est réactive. Il va falloir qu'elle développe ce deuxième niveau de motivation. On ne peut pas sauter les échelons. Et ce deuxième niveau de motivation, donc le réactif, ben, une personne qui est réactive, c'est une personne qui est motivée. Ok, on n'est pas dans l'échelon le plus haut, mais par contre la motivation, elle est là. Il n'y a aucun souci, ce sont des personnes qui vont étudier. Le problème, c'est que cette motivation est uniquement externe. C'est-à-dire que la personne va réagir à des pressions externes. Généralement, c'est l'évaluation, hein. C'est l'examen, c'est l'interro ou le prof qui pose une question, etc. Mais on a besoin de l'extérieur pour se mettre en mouvement. Là, on a besoin d'une deadline, typique des procrastinateurs qui ont besoin de la deadline avant de se mettre en route. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à la procrastination, c'est que en fait, la procrastination, il y a différentes sortes de procrastination. Et il y en a une, c'est ce qu'on appelle la procrastination active. Et ça, c'est vraiment typiquement le moteur réactif. C'est quoi la procrastination active? C'est quelqu'un qui volontairement va procrastiner, attendre vraiment d'être à la bourre pour avoir un gros coup d'adrénaline et là avancer très efficacement. Okay, donc c'est un moteur, c'est vraiment un moteur qui nous permet d'avancer. Évidemment qu'il a deux petits défauts, c'est que premièrement il est dangereux
parce qu'on est quand même sur la ligne, et notamment à l'université, il y a tellement de matière que si on tire trop sur la corde, là, c'est fichu, on est passé à côté. Mais ça, c'est le premier défaut. Mais surtout, le principal, pour moi, c'est pas le plus grave, en fait, le côté dangereux. On peut vivre dangereusement, il n'y a pas de souci. Ce qui est vraiment le plus embêtant, c'est que la motivation, en fait, c'est la réussite de l'examen. Ça veut dire qu'une fois que l'examen est terminé, le cerveau n'a plus aucun intérêt à garder l'information. Ok, le danger est passé. Et donc la personne réactive, il y en a beaucoup des étudiants qui terminent leurs études avec cette sensation, demandez aux adultes, hein, ils pourront témoigner, mais cette sensation de ne pas avoir appris grand-chose pendant leurs études. Et donc ça c'est dommage, parce qu'au niveau des professionnels que vous allez pouvoir devenir, là il y a un petit manque qui est là et qui est important. Et donc de pouvoir développer le dernier niveau, ça va être important. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour la personne réactive? Et donc c'est ça que la personne passive va devoir apprendre à connecter. En termes d'émotion, c'est une émotion qui nous fait rentrer dans le réactif, c'est la peur. Okay, on est sur des pressions externes, on est sur des dangers, on est sur des risques d'échec, des risques de se faire évaluer, juger ou n'importe. Quelle que soit la peur qu'on a, ce sont des peurs. Et cette peur, elle est, c'est un moteur génial. Je veux dire, la peur, c'est de la vraie motivation. Il suffit de voir en ce moment, tout ce qui est transition écologique, le climat, etc., ça bouge de plus en plus. Pourquoi? Parce que tout le monde a un peu peur. Il y a vraiment cette peur d'être arrivé à une sorte de point de non-retour. Et là, d'un seul coup, il y a des initiatives qui se mettent en route, les gouvernements décrètent l'état d'urgence climatique, etc., etc. Donc il y a vraiment, la peur a toujours été pour l'humanité un vrai moteur d'action. Et donc la personne réactive, elle a ça à disposition. Elle est capable d'avoir peur. Notez bien, si je fais la même scène avec le passif, il arrive à la dernière minute de la même manière que la personne réactive, sauf qu'au moment où il faut s'y mettre, le moment où là il est vraiment en danger, il n'arrive pas à avoir peur. Il est juste pas bien, il est juste mal à l'aise. Et donc c'est vraiment un apprentissage de pouvoir se permettre d'avoir peur, en toute sécurité. Quand je dis peur, c'est pas de la panique, c'est de la peur, c'est-à-dire de l'anticipation de danger qui nous permet de réagir. Et là, on est efficace. Là, la mémo est boostée. Là, on peut ne pas dormir pendant je ne sais combien de temps. Et donc, on a vraiment des ressources qui sont là à disposition. Le dernier nouveau. Alors, je réponds tout de suite avant de passer, parce que je vois une précision. Quelqu'un qui précise que pour elle, la peur bloque, elle ne motive pas du tout. Alors ça, on est vraiment dans des niveaux. Donc quand la peur bloque, ça peut être deux choses. C'est le niveau est trop élevé. Le niveau de stress est trop élevé. Donc là, il y a une réflexion globale qu'on peut avoir sur tous les facteurs de stress qui peuvent participer. Je veux dire, quand on commence à être fatigué, on gère moins la peur. Quand on commence à être débordé, on gère moins la peur. Quand il y a des choses extérieures, parce que vous n'êtes pas seulement aux études, vous avez une vie à côté. Quand il y a des choses autour qui se passent, en ce moment, le confinement, hein, le passage d'un seul coup à l'enseignement à distance, se retrouver coupé du social, se retrouver avec des examens où vous ne savez pas comment vous préparer parce que les profs sont encore en train d'organiser un petit peu leur évaluation à distance, donc c'est compliqué. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent s'ajouter par rapport à cette peur. Mais le plus important par rapport à la peur, là où elle sera de toute façon pour n'importe qui bloquante, c'est quand cette peur n'a pas de visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à avoir peur, mais qu'on ne sait pas exactement d'où va venir le danger, et je vais venir par la suite de la conférence, je vais donner des choses beaucoup plus concrètes par rapport à la méthode de travail, mais quand on ne sait pas d'où vient le danger, on ne sait pas se préparer, et le cerveau il devient fou. Tous les films d'horreur sont basés là-dessus. On va se retrouver le nez sur le rideau de douche avant de pouvoir le retirer et de voir s'il y a une menace derrière. Et donc on est dans une panique à l'intérieur parce qu'on ne sait pas se protéger. Faites un film d'horreur où vous voyez le méchant arriver à 20 mètres, voilà, vous n'aurez pas un grand succès en termes de côté effrayant. Okay, c'est vraiment donc la peur, si on ne sait pas exactement comment se protéger, si on ne sait pas exactement d'où vient le danger, qu'est-ce qui risque de se passer, qu'est-ce qui pose problème, et là on rentre dans toutes les stratégies d'apprentissage, la gestion de la quantité. Si vous vous retrouvez dépassé par la quantité et que vous ne savez pas, que vous ne savez pas qu'en fait vous vous sentez dépassé par la quantité, parce que parfois on ne le voit pas, on est dedans, on essaie d'avancer, on sent bien intuitivement qu'on est en train de perdre les infos au fur et à mesure, mais on a peur de manière diffuse, de manière générale. Donc il faut pouvoir identifier, attends, là c'est trop. C'est pas une question de compréhension, c'est pas une question de mémo à long terme, c'est pas une question d'organisation, c'est une question de il y a trop d'infos. De avoir des solutions pour pouvoir répondre, pouvoir transformer la peur en solution. Ok, donc côté bloquant de la peur, la principale caractéristique, c'est qu'en fait ce sont des peurs aveugles qui ne voient pas la menace. Du coup on ne sait pas se protéger et la peur, là elle part dans tous les sens, quoi. Donc voilà un petit peu par rapport à ce passage au réactif. La personne réactive, quand elle est à la dernière ligne, elle voit ce qu'elle a à faire et elle fonce, quoi.
Le passage au proactif. Parce que là, le proactif, lui, il n'est pas dans une motivation externe, il est dans une motivation interne, intrinsèque. Et donc pour lui, comment est-ce qu'on développe ça? En fait, il y a une deuxième émotion qui va être très importante, c'est la joie. Donc là, par contre, on rejoint la première image dont je parlais de la personne joyeuse. C'est la joie, c'est vraiment l'émotion qui va nous dire qu'est-ce qui est important pour nous. Elle nous indique quand on vit quelque chose qui est cohérent par rapport à nos valeurs, par rapport à qui nous sommes, par rapport à nos croyances. Et donc, la joie, elle est vraiment, c'est un GPS. C'est un GPS pour dire, ok, la direction que tu prends, ça te ressemble. Ça, c'est toi. Il n'y a aucun souci. On ressent de la joie quand si vous pensez à vos études, que vous voyez, je ne sais pas, un métier ou un domaine d'application et que vous sentez de la joie, c'est qu'en fait, il y a une promesse, une possibilité de se réaliser dans ce métier. Donc la joie, c'est un très bon moteur. Et c'est ça l'origine même du moteur proactif. C'est que la personne proactive sent ce qui sera chouette pour elle. La personne réactive n'est pas très au courant, elle fait que sauter d'une urgence à l'autre. Et donc quelqu'un qui reste dans le réactif n'avance pas dans ses projets personnels. Comme je vous l'ai dit, il termine ses études avec l'impression d'avoir rien appris. Ok, donc c'est vraiment la personne proactive, c'est ça, et donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir des personnes qui n'étudient plus pour réussir des études. En fait, ils s'intéressent presque à moitié à la réussite d'un examen. C'est qu'un moyen pour atteindre un métier, pour atteindre un impact sur le monde, pour atteindre une place dans laquelle ils aimeraient aller, pour voir un peu ce qui va se passer et voir si ça va tenir ses promesses et s'ils vont pouvoir se réaliser là-dedans, devenir qui ils sont et avoir l'impact en lien avec leur propre identité, leurs valeurs, leurs croyances. Donc voilà les trois niveaux. Et vous voyez qu'il y a vraiment une mécanique émotionnelle qui est déjà présente. Une absence d'émotion quand on est dans la passivité, vraiment cette peur qui est un apprentissage autour de la peur pour éviter qu'elle bloque ou pour éviter justement de se couper de cette peur comme la personne passive dans le réactif. Et cet apprentissage aussi à avancer vers un chemin qui nous convient dans la personne proactive. Alors, comment tout ça va générer de la motivation ? Je vais maintenant rentrer vraiment dans la mécanique émotionnelle. Je les ai nommés, je vous ai présenté un petit peu le cadre théorique par rapport au niveau de motivation, mais comment ces émotions vont se mettre en route pour pouvoir passer à l'action. Et là, on rentre vraiment sur le travail de la procrastination. La procrastination, il y a un réflexe qui est tout le temps présent. Il y en a deux en fait, mais je vais en parler que d'un ici. Mais le premier réflexe d'une personne qui procrastine, c'est d'essayer de s'organiser directement. Ça ne marche jamais, mais à chaque fois, le planning va être refait. Ok, un planning, une to-do list et tout ça. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont vu des gens très moteurs, très proactifs, qui faisaient toujours des agendas, des to-do list. Ils disent, s'il y a ça, je vais faire pareil. Sauf qu'on a vu, l'action, la méthode en soi ne sert à rien s'il n'y a pas un mental qui accompagne, et surtout, ce mental ne sert à rien s'il n'y a pas cette motivation derrière. Et donc, l'organisation, ça ne suffit pas pour se mettre à l'action. Pourquoi? Parce que l'organisation, c'est pas quelque chose, c'est pas un levier qui permet de se mettre en route, en fait. C'est mal compris. On pense que l'organisation, une fois qu'il y a la to-do list, on est prêt à y aller. C'est pas vrai. En fait, l'organisation, ça permet de maintenir l'action, pas de la lancer. L'organisation, c'est le truc qui va nous permettre d'aller vite, efficacement. Et donc, si je donne toujours cette métaphore d'une boîte de vitesse dans une voiture, l'organisation, c'est l'équivalent de la 4e ou de la 5e vitesse. On va vite sur l'autoroute, sans faire surchauffer le moteur. Il y a vraiment, et vous avez sûrement déjà senti des moments où vous étiez organisé, et la to-do list, elle file comme ça. Et donc, il y a une satisfaction, on voit le travail avancer, il y a une excitation qui est là. Et en fait, d'une certaine manière, on est en train de transformer l'effort en plaisir. Quand on est bien organisé, ça commence à devenir fun, quoi. Il y a un moteur qui est là. On se rappelle de Philippe Etchebest, là, quand il est bien organisé et qu'il envoie du lourd, il y a quelque chose qui nous prend comme ça, il y a du mouvement, il y a vraiment une vraie énergie. Et donc c'est une vraie promesse pour le procrastinateur qui se dit, mais cette énergie-là, il me la faut, comme ça j'aurai pas de problème pour me mettre à étudier. Sauf que, c'est la 4e ou la 5e, essayez de démarrer en 4e, vous allez caler, c'est la procrastination. Le point de départ, vraiment la mise en route, la première vitesse, c'est la plus puissante de la voiture. Et donc on a besoin d'un autre moteur pour se mettre en route. Et chez les personnes qui sont très proactives, en fait ce moteur il est très instinctif, il est très automatique. C'est pour ça qu'ils vont facilement conseiller l'organisation, parce qu'ils ne sont conscients que de l'organisation. Il y a ce premier moteur qui est très instinctif, mais quand il n'est pas là, il faut l'apprendre. Et c'est quoi ce moteur? C'est un moteur émotionnel. Ça se passe au niveau des émotions. Et donc, je reviens sur mes deux émotions que je vous ai présentées pendant la motivation, la joie et la peur. Je vous raconte la mécanique. Donc, on est vraiment dans ce moteur interne. Donc, le point de départ, on l'a vu, c'est la joie.
La joie qui nous dit, ok, là je suis motivé, j'ai envie d'aller de ce côté-là. On a le sourire, ça nous donne envie, il y a un engouement, cette joie va générer en fait une envie d'aller vers, d'accord. Au niveau des sensations, parce qu'ici je vais parler vraiment de l'émotion, au niveau de comment on la sent. Donc les sensations subjectives, on a chacun une manière de vivre les émotions, chacun une manière de vivre la joie, mais il y a des petites caractéristiques qui sont universelles. Et notamment pour la joie, le mouvement vers l'avant. Quand on est dans la joie, on a envie d'aller vers. On a envie d'aller vers une tâche, d'aller vers un projet, d'aller vers des personnes qu'on aime, avec qui on est en confiance, avec qui on va s'amuser. On a ce mouvement vers l'avant. Puis, si on s'engage dans le projet, donc c'est-à-dire si on se lance, comme on l'a vu tout à l'heure, si je décide de me lancer dans un projet, bah forcément je prends le risque de ne pas y arriver. Je prends le risque de me planter. Et donc, il y a une autre émotion qui apparaît, c'est celle de la peur. Okay, la personne proactive, ce qui nous fait passer du réactif au proactif, c'est l'arrivée de la joie, mais ça ne veut pas dire que la peur disparaît. Okay, la personne proactive a toujours peur, parce qu'elle doit tenir des deadlines, parce qu'il y a des risques qui sont là. Donc la peur, on doit rester vigilant quand on se lance dans un projet. Donc la peur reste requise de toute façon. Okay, les deux sont là ensemble. La seule différence avec la personne réactive, c'est que les peurs de la personne proactive sont au service de ce qui lui donne de la joie. Elles sont au service de son projet auquel il tient. La personne réactive, les peurs sont juste une gestion de l'extérieur. Donc, on a cette deuxième émotion qui arrive. Au niveau des sensations subjectives, je reviens à l'intérieur. Donc, à nouveau, la peur, chacun le vit à sa manière. Mais il y a à nouveau encore des caractéristiques très spécifiques qui sont universelles pour tout le monde. C'est que la peur, ça crée, au niveau du mouvement, l'inverse, c'est un mouvement de recul. Okay, on a peur, on a envie de s'éloigner, on a envie d'éviter la situation. Le point de départ de la motivation, on est dans une sorte de guerre entre la joie et la peur. Et ça représente assez bien l'ambivalence, notamment de la procrastination. Mais quand je dis procrastination, je ne parle pas que des, entre guillemets, procrastinateurs. N'importe qui, avant de se lancer dans un projet, connaît cette ambivalence. J'y vais pas. Ah, ce serait chouette. Oui, mais attention, parce que je risque de me planter. Et donc la joie lance des idées, elle a envie d'y aller, elle génère vraiment de l'engouement pour qu'on se lance. Et la peur, elle est dans son hypervigilance. Elle imagine tous les risques, elle imagine le prix à payer. T'imagines, il va falloir faire ça, etc., etc. Et donc il y a vraiment ce travail des deux qui est là en train de finalement de tester un petit peu est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller ou pas. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de passage à l'action. On est toujours, que ce soit la joie ou la peur, en train d'anticiper ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va amener ce passage à l'action ? En fait, de ces deux émotions qui sont en train de s'affronter, à un moment donné, il y en a une qui va prendre le dessus. La joie ou la peur. Et je vais vous faire les deux scénarios. Si la peur prend le dessus, et quand je dis la peur, je ne parle pas de la panique. Je reviens sur la réponse de la peur bloquante. On n'est pas sur des peurs bloquantes de paniquer, de partir dans tous les sens. Je parle de cette anticipation des risques. C'est-à-dire, à un moment donné, je pense à mon projet, notamment pour vous, un projet d'études, la réussite d'un examen, etc. Et je me rends compte que y a ça qui risque d'être compliqué, je risque de me planter par rapport à tel cours. Le prix à payer aussi, qui est évidemment très présent. C'est là, pendant le blocus, vous n'allez pas forcément beaucoup vous amuser. Okay, des études, c'est un investissement, vraiment. Et donc, tout ça, c'est vraiment tout ce qui est anticipé de négatif. Si ça prend le dessus sur la joie que ça me procure, la joie va tomber. Okay, ça veut dire que l'aspect négatif est plus lourd que l'aspect positif. Au final, ça prend plus de place. Et en fait, c'est pas une mauvaise chose. Okay, on n'est pas, quand la peur prend le dessus, ça ne veut pas dire que vous êtes lâche, que vous n'êtes pas consistant, et que vous lâchez un petit peu votre projet trop facilement. Ça veut dire juste que vous anticipez que finalement, en fait, la peur, elle sert de test. Finalement, quand je pèse le truc, c'est chouette, oui, ça donne envie, mais franchement, quand je vois le prix à payer et les risques que ça représente, non, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et ça c'est la marque des bonnes résolutions. Okay, les bonnes résolutions de chaque année qu'on a, c'est des choses qui nous mettent en joie. Okay, moi, quand j'imagine faire du sport, ouais, chouette, se sentir un peu en forme comme ça, avoir un peu moins mal au dos là, quand je suis trop à un bureau, etc. Avoir cette énergie comme ça qu'ont les sportifs, chouette, ça donne envie. Sauf que quand je commence à envisager le prix à payer, les risques, il n'y en a pas trop, mais voilà, le temps que je vais devoir prendre et le temps que j'aurai pas autre chose, directement, je sens bien que ma joie tient pas la route, quoi. La joie se casse la figure. Ok, donc c'est un test. Et c'est pas un problème. C'est de l'orientation, en fait. Hein. On est en train de tester, on a envie d'y aller. Parfois, on doit avancer un petit peu sur le chemin avant de se rendre compte que, non, en fait, ça marche pas. Mais donc, la joie tombe. Et du coup, ça nous permet de passer à un autre projet. Vous avez peut-être des personnes autour de vous là qui sont des personnalités très joyeuses, très créatives, qui ont plein d'idées, qui lancent plein de trucs. Et typiquement le genre de personnes qui tiennent ce discours à dire
Ouais, mais moi j'ai trop de projets, il faudrait que j'en choisisse, il faudrait que j'en ai moins, et comme ça me permettrait de m'investir plus. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que essayer d'avoir moins de projets, c'est essayer de contraindre la joie, parce que c'est la joie qui génère tout ça. On est très créatif dans la joie. Et ça, c'est pas possible. Si on se coupe de la joie, il n'y a plus de projet. Donc en fait, en essayant de restreindre, vous allez juste avoir une baisse de qualité de projet, pas de quantité. Qui est à développer pour les personnes qui n'arrivent pas à s'investir, à se focaliser vraiment sur un projet, c'est la peur. C'est pouvoir anticiper les aspects négatifs pour sentir le poids de chaque projet et sentir qu'il y en a un qui, par contre, là, la joie se maintient. Et là, j'arrive dans le deuxième scénario. La joie prend le dessus. C'est-à-dire que j'anticipe tout ce qu'il y a de négatif. Donc je vois, je suis conscient, je suis vigilant et je me rends bien compte de ce que ça représente. Sauf que j'ai quand même envie d'y aller. La joie prend le dessus. Et donc ça, c'est le scénario de passage à l'action. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je vous ramène sur les sensations. Donc je vous l'avais dit, pour l'instant on a deux mouvements. Un mouvement vers l'avant de la joie et un mouvement de recul de la peur. Ici, si la joie prend le dessus, le mouvement de recul disparaît. Ok, l'hésitation, ben non, on se dit, ok, je me rends bien compte de tout ce que ça représente comme danger ou comme risque ou comme prix à payer, mais malgré ça, le mouvement, il est là. Et donc le mouvement prend le dessus. Mais comme je vous l'ai dit, la peur reste requise. Elle est toujours là. Donc autant quand la peur gagne, la joie tombe, mais quand la joie gagne, la peur ne tombe pas. Elle reste là. On a besoin d'elle pour être efficace. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? En fait, la peur va laisser encore une sensation particulière. Encore un aspect de la peur qui est universel au niveau des sensations, c'est la tension interne. Okay, la peur, c'est vraiment typique de la peur, c'est l'émotion où on sent le plus cette tension à l'intérieur. On a mal au ventre, on a de l'oppression dans la poitrine, les épaules tendues, le visage fermé. Chacun va le vivre à des endroits parfois différents du corps, mais c'est toujours cette tension à l'intérieur. Je vous invite à sentir maintenant, faire cet exercice un peu factice, mais de l'imaginer à l'intérieur, d'imaginer les deux sensations simultanément. Donc le mouvement vers l'avant de la joie et la tension interne de la peur. Donc quelque chose de tendu qui se serre à l'intérieur et qui va vers l'avant. Une sorte de bouillonnement qui sort vers l'avant. En fait, l'émotion change à ce moment-là. Si vous arrivez à sentir ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, ça peut justement être le signal justement d'une difficulté au niveau de la motivation. Mais si vous arrivez à sentir les deux en même temps, l'émotion est en train de changer. C'est plus vraiment de la joie, c'est plus vraiment de la peur. Vous êtes en train de commencer à vous sentir déterminé. C'est de la colère. Okay, la colère, c'est de la tension, mais qui va en avant. Maintenant, il faut y aller. La détermination, c'est vraiment cette colère dans l'action. C'est quand quelqu'un est déterminé à y aller, si vous l'empêchez, si vous lui faites perdre du temps, ça va finir par l'énerver. Okay, on est dans la famille de la colère. Et donc, c'est ça le moteur d'action. C'est ça la première vitesse de la voiture. C'est ça qui nous permet vraiment de nous engager dans l'étude, qui va nous engager vraiment dans le fait de pouvoir de sortir de l'inertie. Ok, donc c'est vraiment, ça c'est la mécanique émotionnelle de l'action. Et ça veut dire qu'on passe à l'acte, non pas parce qu'il n'y a pas de peur, ok, ne cherchez pas à vous sentir serein. C'est pas en étant serein qu'on arrive à faire les efforts dont on a besoin pendant un blocus. C'est quand on se sent déterminé. Et ce qui est vraiment très essentiel à comprendre, parce qu'à nouveau c'est un piège dans lequel on tombe très souvent, c'est que la détermination, cette sensation vraiment de se sentir déterminé à avancer, c'est pas une option. On ne peut pas décider de sentir de la détermination. Ça marche pas. Comme toutes les versions de colère d'ailleurs. Vous mettre devant le miroir et vous dire allez, hein, maintenant, aujourd'hui, une bonne journée. Ça marche pas, quoi. Il y a quelque chose qui se casse la figure, il n'y a aucune énergie. Peut-être vous allez sentir une sorte de début, comme un coach sportif là, qui vous dit allez, vas-y, encore une pompe, etc. Vous allez sentir un début d'énergie, mais dès que vous allez vous mettre face à vos cours et que vous allez faire face aux contraintes, le peu d'énergie que vous avez va tomber. Parce que la colère, c'est fake en fait. C'est pas réel. On ne peut pas décider de se sentir en colère. C'est quelque chose qui nous prend. Donc la détermination n'est pas une option. Vous ne pouvez pas décider de vous sentir déterminé. C'est un résultat. C'est le résultat de ces deux forces contraires, vraiment contradictoires, qui sont la joie et la peur, qui s'affrontent. Et à un moment donné, vraiment, la mise en route qui se fait, non pas parce que la peur a disparu, mais parce que malgré vos peurs, votre joie prend le dessus. Et là, vous avez un vrai moteur intrinsèque, vous avez un vrai moteur proactif. Là, vous avez quelque chose où vous allez pouvoir avancer dans vos projets d'études, dans vos projets professionnels. Ok ? Donc voilà la mécanique, vraiment à comprendre. Et donc, quand vous avez besoin de vous motiver, en fait, c'est deux leviers. Alors, ici, je vais voir quelques petites choses par rapport à ces leviers, mais il y a des manières de les travailler, évidemment. Mais au moins, ça vous donne déjà un petit cadre pour réfléchir quand vous essayez de vous motiver. C'est soit la joie, c'est-à-dire le pourquoi je le fais, ça en général, tout le monde le fait spontanément, soit la peur, c'est-à-dire la conscience des risques. Et comme je le disais tout à l'heure à la personne qui disait que la peur était bloquante, la conscience des risques, c'est une conscience concrète qu'on va pouvoir transformer en action.
Ok, c'est pas juste de la panique, c'est-à-dire cette peur qui ne voit rien. Ok. Et en travaillant ces deux leviers, à un moment donné, le résultat, c'est cette détermination, forcément. Ça marche? Donc voilà un peu le premier temps fort de ce que je souhaite vous présenter, vraiment sur comment ça marche cette motivation, comment on grimpe les échelons vers cette motivation intrinsèque, vers cette motivation personnelle, qui est d'autant plus essentielle en ce moment où vous avez beaucoup de cours à distance, où là les choses sont très passives. Le fait de voir des vidéos avec beaucoup d'auditifs comme ça, seul chez soi, c'est quelque chose qui stimule le côté passif. Il y a moins de réactifs parce que le prof ne regarde pas si vous êtes en train de glandouiller pendant qu'il parle, ça se voit beaucoup moins qu'en auditoire. Donc on est dans quelque chose qui pousse dans le passif, et donc c'est pour ça comment grimper les échelons, comment essayer de retrouver cette rigueur interne, qui n'est pas évidente du tout. C'est pas une formule magique que je vous donne, mais au moins ça vous permet de cartographier pour voir dans quelle direction vous pouvez travailler. Alors, j'aimerais pour la deuxième partie maintenant faire le lien vers la méthode. Et de pouvoir voir justement ces deux leviers, comment ça se passe pour vraiment passer à l'action en termes de stratégie d'apprentissage, en termes d'actions concrètes qu'on va pouvoir amener dans l'étude. Alors ici, je ne vais pas pouvoir voir toutes les stratégies d'apprentissage, on n'a pas le temps, c'est une conférence, mais déjà à nouveau de pouvoir mieux comprendre comment ça se passe. Ici, les exemples que je donne sont finalement des exemples qui vont beaucoup sur le sens que je donne à mes études ou sur le sens que j'ai de manière générale à mon projet. Mais ici, on va rentrer vraiment dans l'étude en tant que telle, parce que toute cette mécanique se retrouve vraiment en micro-opération mentale à l'intérieur de l'étude, pendant que vous êtes en train d'étudier. Et donc, en fait, j'arrive un petit peu pour faire la transition, je vais vous proposer trois questions. Trois questions pour essayer de cerner la procrastination. Donc, quand vous êtes en train de procrastiner, trois questions qui peuvent un peu structurer votre réflexion face à cette procrastination. Les questions, c'est quand, comment et pourquoi. La question du quand, c'est la question de l'organisation. Okay, on a notre timeline, on a notre agenda, le blocus, la journée, une heure, n'importe. Mais donc vous avez votre organisation à mettre en place. C'est-à-dire que vous devez caser à l'intérieur tout ce que vous avez à faire. Je vous ai montré les limites de l'organisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose de parfait pour maintenir cette motivation, mais pour la mise en route, c'est pas suffisant. Donc on est dans la question quel niveau le plus superficiel en termes de motivation, c'est-à-dire c'est juste ce qui va permettre de maintenir la motivation. Si le quand ne suffit pas, si la question de l'organisation ne suffit pas pour se motiver, en fait, c'est normal, parce que ça ne sert à rien de se demander quand est-ce que je vais étudier tel cours si je ne sais pas comment je vais étudier tel cours. Okay, la question du comment, c'est-à-dire de la méthode, est préalable, prioritaire par rapport au quand. J'ai besoin de savoir comment, pour avoir une vision claire des tâches que je vais pouvoir réaliser quand je suis en train de me mettre à étudier. Okay, donc ça, c'est la question du comment. C'est ça que je vais aborder maintenant. Il y a une troisième question, juste avant d'aborder la question du comment et de la méthode de travail, c'est le pourquoi. Parce que savoir comment on fait, faire de la méthode de travail, moi en tant que coach scolaire, quand j'accompagne des gens en individuel ou en atelier, travailler la méthode de travail, si la personne n'est pas bien au courant de pourquoi elle fait ses études, ça a un résultat en général très médiocre. Okay, c'est très plat. Parce qu'en fait, il n'y a pas ce moteur de motivation. Vous avez déjà vu maintenant la motivation qui amène cette concentration, qui amène la méthode de travail, une méthode de travail qui va devenir efficace. Non pas parce que l'outil est magnifique, mais parce que vous êtes avec cet outil. Okay, donc la question du pourquoi, c'est quelque chose que je travaille dans un autre cadre que le coaching étudiant, c'est vraiment la procrastination en général. Ici, je parle de la procrastination scolaire, mais c'est vraiment le sens, quoi. C'est pourquoi est-ce que je fais ça. Ça rejoint, pour ceux qui connaissent Simon Sinek, c'est le why, start with why, quelqu'un qui a amené vraiment le besoin de recherche de sens, notamment dans des institutions, dans des entreprises, etc. Donc je reviens sur la question du comment, parce que c'est ce qui va m'intéresser ici, c'est ce que j'ai choisi de vous partager par rapport à cette conférence. Donc c'est la méthode de travail. Comment est-ce que j'étudie ? Ce qui va être intéressant, c'est que en fait, à l'intérieur de cette méthode de travail, à la fois il va y avoir des actions, okay, des choses concrètes à faire. Je vais partir d'une stratégie d'apprentissage et je vais déjà vous passer quelques petites choses. C'est la plus facile à expliquer rapidement. C'est celle qui marque le plus la différence entre le secondaire et le supérieur. C'est la gestion de la quantité. Okay, donc à chaque fois ce que je raconte, je vais vous le donner en exemple avec cette gestion de la quantité. Donc il y a des choses concrètes à faire. C'est-à-dire que la gestion de la quantité, on ne mémorise pas 200 pages comme on mémorise une formule de maths. Okay, formule de maths, on a un truc à mémoriser, 200 pages, c'est un gros package là pour le coup. Okay, donc c'est pas comme ça qu'on va pouvoir étudier, c'est pas simplement en essayant de retenir, en se répétant dans la tête 200 pages. Ça prend déjà des plombes et le résultat est médiocre. En fait, pour mémoriser une grande quantité, le travail qui est à faire est un travail de structure. Okay, c'est impossible pour vous d'avoir 200 pages en tête. Okay, et ceux qui étudient bien n'étudient pas
200 pages. Ils étudient éventuellement 10 chapitres. Okay, il y a une structuration du contenu. Et on peut penser à son cours et avoir en tête 10 chapitres. Et quand ils pensent à un chapitre plus spécifique, ils savent qu'il y a 3 grandes parties à l'intérieur. Et quand ils pensent à la première partie, etc., etc. Et vous avez comme ça une sorte d'organisation, c'est-à-dire une structuration qui va du global vers le détail. C'est comme ça qu'on mémorise 200 pages, pas autrement. On ne peut pas les mémoriser les unes après les autres, les informations. Il faut partir du global vers le détail. Et donc ça, voilà, c'est un exemple de méthode de travail. Okay, après, il y a des choses concrètes sur comment est-ce qu'on structure tout ça. Ici, je n'aurai pas le temps d'aborder. Mais comme ça, vous voyez déjà la logique. C'est le travail de la table des matières. C'est vraiment comment est-ce que je vais découper ça pour pouvoir mémoriser du global vers le détail. Des choses concrètes. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que, bon, il va y avoir des choses évidemment au niveau de la concentration. Mentalement, on va accompagner ça avec des opérations, notamment visuelles. Mais ça, à nouveau, je vous le dis, c'est pas l'objet de la conférence ici. Mais donc, il y a tout un apprentissage aussi sur comment je fonctionne dans ma tête pendant que je suis en train de travailler cette table des matières. Si je me contente de recopier la table des matières, il ne se passe rien, ok, passif. On est l'encéphaloplat, hein, il ne se passe rien à l'intérieur. Ce qui va m'intéresser, c'est à nouveau le dernier niveau, c'est celui des émotions, c'est celui de la motivation. C'est que le moteur avec les deux leviers, on le retrouve. Et il y a des peurs quand on travaille la gestion de la quantité. Et la peur, c'est quoi? C'est ce que j'appelle dans le coaching, ça vient de la PNL, c'est le test kinesthésique. Le kinesthésique, c'est quoi? C'est la capacité à sentir. Pourquoi je parle de kinesthésique plus d'émotion? C'est que émotion, en règle générale, on parle des grandes émotions, la joie, la peur, la colère, et ça touche beaucoup à des choses personnelles, à des vécus, etc. Le kinesthésique, c'est la capacité à sentir. Et sentir, c'est pas toujours lié forcément, bon, en fait c'est lié à une émotion, mais dans le vécu, on se dit c'est simplement une sensation, une impression. Et donc, dans la gestion de la quantité, ce test kinesthésique, c'est quoi? C'est la sensation, et donc je parle bien de sensation, c'est d'abord la sensation avant la compréhension mentale, c'est la sensation d'être complètement dépassé par la quantité. Pour intégrer votre méthode de travail, vous devez pouvoir vous permettre de sentir quand vous êtes dépassé. Et ça, c'est vraiment, voilà Là, vous avez typiquement un exemple de procrastination. Un procrastinateur qui est figé dans sa procrastination, c'est quelqu'un qui va sentir à un moment donné cette peur. N'importe qui, vous lui mettez beaucoup trop d'infos, il dit attends, stop. Ça génère un stress, ok? C'est du stress. C'est pas à un moment donné une info sereine. C'est tendu. Il y a une tension par rapport à ça. La personne qui procrastine et qui est bloquée dans sa procrastination, en fait, quand elle sent la peur, n'oubliez pas, la personne passive ne ressent pas la peur, tout est sous le couvercle. Dès que la peur qui est en train de nous dire, ce stress qui est en train de nous dire il y a trop d'infos, on va avoir besoin de structurer les infos, dès que cette peur est ressentie, tout était écrasé. Et donc la personne ne sent pas. Et la personne passive, c'est typiquement quelqu'un qui attaque son cours, qui commence à tourner les pages, la sensation qu'il y a trop augmente, mais il l'étouffe. Et donc au moment où il est débordé par les infos, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Il rajoute les infos, parce qu'il passe les pages, c'est ce qu'il faut faire. Okay, il faut avancer, il faut que je fasse mes 30 pages aujourd'hui. Et donc, non seulement il était déjà dépassé par les infos au bout de 10 pages, et encore quand je dis 10 pages, déjà au bout de 5 pages, en fait, votre cerveau il est saturé, même parfois moins quand certains cours sont très denses, il est saturé, mais il continue. Et donc, c'est vraiment le test kinesthésique, c'est l'auto-évaluation. C'est vraiment cette petite auto-évaluation qui vous permet, en cours d'étude, de sentir ce dont vous avez besoin. Et chaque stratégie a son propre test kinesthésique. Et sans ce test kinesthésique, vous ne pourrez pas développer une méthode de travail efficace, vous ne pourrez pas développer une concentration efficace. Okay, et donc la gestion de la quantité, c'est la sensation d'être dépassé. La compréhension en profondeur, c'est la sensation que c'est confus, qu'il y a quelque chose qui est un peu bordélique, etc. Après, vous avez vos propres termes. Je vous donne des exemples de termes qu'on utilise quand on décrit ce test kinesthésique. Celle de l'organisation, c'est la sensation d'urgence, d'être à la bourre, c'est une sensation à nouveau. La mémorisation à long terme, comment emmagasiner des informations plus à long terme, parce que tout faire la veille, c'est pas possible vu la quantité. Donc vous devez installer ça à long terme. C'est cette sensation de fragilité dans la mémoire. Et donc, tout ça, ce sera toujours le point de départ de l'action. Et on est dans ce moteur de peur. Okay, c'est des peurs qui sont ce sont des petites peurs dans le sens très spécifique, qui cernent vraiment une action d'étude en particulier. Okay, et donc voilà un petit peu comment ça marche, ces leviers de motivation. Et là, on a vraiment l'intersection entre la méthode de travail et la motivation, dont je vous parlais au début, des choses qui se travaillent de manière intégrée. Quelqu'un qui a une difficulté par rapport à la peur ne pourra pas sentir le test kinesthésique, et s'il ne sent pas le test kinesthésique, paradoxalement, il va devenir de plus en plus angoissé, parce qu'il ne voit pas ce qui se passe, il ne comprend pas, il y a juste une sorte de malaise qui monte, parce qu'il y a la peur qui est en train de pousser derrière, mais cette peur ne peut pas se transformer en solution ou en action. Une peur qui ne peut pas se transformer en action, c'est le trac, c'est quelque chose qui nous dissout de l'intérieur, c'est très désagréable, on a besoin d'agir quand on a peur.
La peur, c'est vraiment une émotion qui nous dit bouge-toi, là, allez, là, il faut que tu y ailles, sinon on est foutu, quoi. Ok, c'est vraiment ce moteur réactif qui se met en route. Et donc voilà un petit peu par rapport au... c'est là que vraiment le coaching étudiant rentre dans la méthode de travail, c'est une fois qu'on est capable de sentir, qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, notamment être dépassé par la quantité ou avoir des notions confuses. Okay, et après, à ce moment-là, l'action, là vraiment la méthode en tant que telle, les outils qui peuvent être transmis, là ils deviendront vraiment efficaces. Là vous avez quelque chose qui va vraiment pouvoir fonctionner. Ça marche. Donc voilà un petit peu. Je voulais vraiment, c'est ça que je voulais vous partager. Alors il y a une petite question. Savoir que par rapport à la mémoire, on ressent de la fragilité, ok, mais que faire une fois qu'on en est conscient? En fait, cette question, elle est valable pour toutes les stratégies d'apprentissage. Mais si je reste sur la mémoire, quand on sent que la mémoire est fragile, c'est-à-dire qu'il faut consolider la mémoire. Et c'est là qu'en effet, le coaching étudiant peut donner des pistes concrètes d'études, c'est-à-dire comment on fait pour mémoriser. Est-ce que je fais que répéter dans ma tête? Est-ce que j'essaie de visualiser, etc. La mémoire à long terme, pour vous faire une version très courte, la mémoire à long terme, ce qui permet une mémorisation à long terme pour le cerveau, donc c'est le cerveau qui décide. C'est pas vous qui décidez ce que vous allez mémoriser à long terme. Vous pouvez être déterminé comme vous voulez. Si vous vous dites en septembre, allez, ça, faut que je m'en souvienne pour janvier, il y a peu de chances que vous vous en souveniez. Qu'est-ce qui amène une information à long terme? C'est la répétition. Quand une information revient régulièrement, naturellement, elle va s'installer à long terme. Et donc, c'est ça le principe même de révision. Et donc, vous voyez, par exemple, ça, la fragilité de la mémorisation à long terme, ça va se travailler au niveau de l'organisation. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais organiser mon travail pour pouvoir permettre ces révisions. Parce que si vous commencez à considérer une révision comme de voir la taille de tous vos syllabus et de dire, bon, ok, il faudrait que je vois ça au moins 4 fois, vous multipliez par 4, dites, mais non, j'ai jamais le temps de faire ça. Ok, les révisions, le gros problème des révisions, la grosse critique qui est posée, c'est toujours, j'ai pas le temps. Je veux dire, déjà, vous faire ça une fois, ce serait déjà un fameux bol, quoi, si j'y arrivais. Donc, en fait, non, il va falloir organiser. Et donc, typiquement, quelque chose que je peux déjà vous conseiller dans les petites choses pour votre blocus, c'est les révisions les plus importantes sont les révisions les plus rapides. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu quelque chose, revoyez-le dans les 24 heures. Okay, ça, c'est essentiel dans la mémorisation. Donc, si vous avez étudié à un moment donné pendant votre blocus une journée comme ça et que vous travaillez... Alors, je ne vais pas vous dire combien de temps vous devez travailler par jour. C'est une question qui est très personnelle quand même. Pour moi, il n'y a pas des règles absolues. Mais imaginons que vous travaillez, je ne sais pas moi, 6 heures sur une journée. Vaut mieux que vous travailliez un peu plus de 5 heures et gardez 3/4 d'heure pour réviser ce que vous venez de voir pendant la journée. C'est déjà une révision. Mais c'est une révision qui s'intègre dans votre travail. Okay, c'est vraiment quelque chose qui va tout de suite consolider l'information. Donc voilà un exemple, vous voyez, ça montre vraiment le processus. Je sens que c'est fragile, je sens que je suis en train d'oublier au fur et à mesure. Du coup, je sais que je vais devoir revoir les choses. Et vous allez voir que dans les 24 heures, donc soit le soir même ou le lendemain matin, il y en a qui aiment bien. Dans un coaching, il y en avait une qui me racontait qu'elle aimait bien tous les matins. En fait, c'était son petit café, elle avait son petit plaid et tout ça, et elle faisait réexister ce qu'elle avait vu la veille. Extrêmement efficace de faire ce genre de choses. Et c'était devenu un petit rituel qui la mettait en route. Et vous allez voir que quand vous faites ça, il y a des infos qui ont été oubliées, mais les infos que vous avez oubliées, il y a la tension qui est en train de se mettre. C'était quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et vous avez cette tension émotionnelle qui monte, c'est la peur qui est en train de dire j'ai oublié, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous allez retourner dans votre cours pour retrouver l'info, ah oui, je vois. Et là, il y a quelque chose qui se fond. Avec plaisir. Ok, donc voilà un exemple vraiment. Et donc là, on arrive vraiment de la motivation, c'est-à-dire de ces émotions qui vont permettre une concentration. J'en ai pas beaucoup parlé de la concentration. C'est vraiment les opérations mentales, le visuel, le kinesthésique, ça j'en ai parlé, l'auditif. Qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je vois, etc. Donc qu'est-ce que je fais concrètement dans ma tête. Ok, il faut rentrer dans du concret aussi. Ici, j'ai pas vraiment l'occasion d'en parler. Et après, cette concentration va venir s'engouffrer dans des actions concrètes, actions qui n'ont pour impact que de réaliser l'étude là où elle doit se passer. C'est dans notre tête, parce qu'au final, le jour de l'examen, c'est pas une analyse de vos synthèses que vous allez avoir, c'est une analyse de ce qui reste à l'intérieur. Ça marche? Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager, essayer d'ouvrir la porte par rapport à ces questions de la motivation, parce que la motivation, on peut se sentir vite impuissant, parce qu'on essaye de se motiver, mais on n'y arrive pas, et donc vraiment d'avoir en tête un peu ces différents leviers. Alors, je vous propose, pour clôturer un petit peu tout ça, donc ici, cette conférence se fait, c'est aussi
c'est pas un hasard si elle se fait maintenant, c'est que c'était aussi à l'occasion en fait du lancement du coaching étudiant en ligne. Vous avez peut-être vu certains d'entre vous la vidéo, c'était pas présent dans tous les mails, mais vous avez peut-être vu une petite vidéo qui présentait brièvement ça. Donc c'est une formule de coaching en ligne et donc qui fait ce travail-là justement. Donc je vais prendre juste 10 minutes pour vous présenter un petit peu ce que c'est, parce que si tout ça vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, là ici évidemment que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de chaque stratégie et dans le travail justement de ces leviers émotionnels, mais donc ça c'est des choses qui pourront se faire. La formation coaching en ligne en fait c'est une formation en asynchrone. Ça veut dire quoi en asynchrone? Ça veut dire que ce ne sont pas des classes virtuelles, vous ne m'avez pas en direct, ce sont des choses que vous suivez à votre rythme, tout est sur internet, via toute une série de supports qui vous permet de suivre un petit peu cette formation quand vous le souhaitez. Alors par rapport à ça, ce que je souhaite juste vous raconter par rapport à ce lancement-là, donc c'est prévu pour la semaine prochaine et je vous enverrai des petites infos, comme ça vous saurez le moment où c'est vraiment sorti et vous aurez un descriptif de tout ça. Mais de vous raconter déjà quand même 3 éléments importants dans ce que j'ai voulu construire à travers ce module en ligne et les écueils surtout que j'ai voulu éviter parce que c'est pas si évident que ça. Le e-learning, c'est des choses que là je découvre depuis plus d'1 an qui me passionnent pas mal, mais il y a quand même des pièges qui sont là et vous avez pu le sentir ici avec l'enseignement à distance qui augmente. Et le premier piège, c'est en fait de faire trop de vidéos et d'avoir en fait tout un contenu qui vous est déversé de manière auditive. L'auditif, c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour maintenir son attention tout au long. Et donc, en fait, pour vraiment combler cet auditif, les vidéos ne sont pas des choses où je suis en train de vous... Donc il y a des vidéos, évidemment, quand même, il y a des choses que je raconte, comme je suis en train de vous raconter là. Chaque stratégie, je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. La mémoire à long terme, je vous ai parlé de la notion de répétition qui est nécessaire. Il y a d'autres leviers sur la mémoire à long terme. Le besoin de compréhension en profondeur, c'est quoi qui fait la différence, etc. De comprendre, et les neurosciences nous donnent beaucoup d'éléments pour mieux comprendre ce qu'est l'apprentissage. Et après, de proposer des solutions. Mais les vidéos, elles n'ont pas été faites simplement auditivement dans mon salon où je suis en train de vous parler comme ça, comme si c'était dans une discussion. Ces vidéos se font sur fond blanc, ce qui permet d'avoir directement aussi des schématisations qui se présentent directement. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans l'auditif, à chaque fois les notions vont être visuellement présentées en direct. Je vais vous faire juste un petit exemple, j'ai fait un petit export justement pour l'occasion, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça rend concrètement cette notion-là. Donc vous voyez, il y a des représentations qui peuvent se mettre directement, qui permettent de maintenir l'attention en cours de vidéo. Les vidéos sont toujours courtes, c'est entre 10 et 20 minutes. Et donc l'objectif était vraiment de pouvoir aller chercher une attention qui va aller chercher aussi d'autres canaux sensoriels que l'auditif, qui sont les canaux sensoriels visuels. Alors, un deuxième écueil que j'ai voulu éviter dans la manière dont j'ai construit ces modules en ligne, c'est vraiment la notion de passivité, justement. Comme je vous ai dit, le fait de pouvoir observer de manière passive un contenu qui vous est déversé, ça vous met dans une position passive. Et donc, il y a toute une série d'outils, notamment des quiz, et vous pouvez voir ici, je vous ai donné un exemple, les quiz ont été faits pour que ce soit aussi un peu interactif. Un exemple de quiz qui va toucher à la passivité, réactivité, proactif. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont interactives. Vous appuyez sur le bouton Start, vous avez comme ça les différentes... Donc la personne passive, est-ce qu'elle est coupée de ses émotions? Est-ce qu'elle ne fait rien de sa journée? Est-ce qu'elle peut devenir proactive? De trouver un peu la bonne réponse. Et le but, c'est juste de réactiver ce qui vient juste d'être vu, d'accord? C'est pas de voir un petit peu, est-ce que vous êtes doué, est-ce que vous avez réussi à mémoriser? Ça stimule la concentration. Les recherches au niveau du e-learning montrent que vraiment, c'est quelque chose qui maintient la motivation, qui maintient la concentration. Ici, personne réactive, on va mettre quelqu'un de déterminé. C'est pas le cas, boum, elle se casse la figure. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se veut un petit peu dynamique pour sortir vraiment de quelque chose qui est trop répétitif à chaque fois. Dernière chose vraiment que je souhaitais vous partager, c'est que, et ça c'est vraiment l'élément essentiel par rapport à ça, et ça c'est un écueil que j'avais aussi par rapport au coaching scolaire en atelier ou en présentiel, c'est que il ne s'agit pas ici d'avoir 20 heures de coaching avant de pouvoir commencer à appliquer à vos cours. Ici, ce que je souhaite vous proposer, c'est quelque chose qui va pouvoir accompagner le blocus. Et donc, en réalité, ce que je vous propose ici, c'est quelque chose qui va, après 2 heures après 2 heures de suivi, qui représente les 2 premiers modules sur la motivation et la concentration. Celui de la motivation, il y a des éléments comme on a vu ici dans la conférence. La concentration, on va chercher justement donc qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Une fois qu'on a terminé vraiment ces 2 modules-là, ça prend à peu près 2 heures, grand maximum, on est déjà dans l'application sur les cours. Okay, l'apprentissage se fait dans l'action.
Et donc l'idée, c'est pas de perdre 4 jours de blocus ou 2 jours de blocus avant de pouvoir se mettre à étudier. C'est quelque chose qui cherche à accompagner votre étude et qui amène par une sorte de coaching, ce que j'appelle des séquences de coaching autonome, c'est-à-dire vraiment une série de questions qui accompagnent ce que vous êtes en train de faire pour vérifier en fait les différentes étapes. Et donc vous avez ici par exemple, vous voyez, il y a les 5 étapes vraiment du travail de la structure, les supports, la structure, la table des matières en tant que telle. Vous avez du texte, vous avez des choses à lire, parce qu'en termes de mémorisation à long terme, la lecture est plus efficace que simplement l'auditif et de pouvoir écouter, et vous parcourez les différentes étapes. Vous voyez, à chaque fois, je vais vous inviter à pouvoir écouter le test kinesthésique que vous êtes en train de voir ici. Puis vous pouvez, si les choses sont en ordre, vous pouvez attaquer le point 2. Ici, il y a différentes questions. Combien est-ce qu'il y a de chapitres? Vous voyez les parties qui reviennent ou non, etc. Est-ce que votre matière, il y a une structure qui est déjà faite, qui existe, ou est-ce que c'est plusieurs structures, ou est-ce qu'elle est pas confuse, etc. Là, ici, on va cliquer sur la structure qui est confuse. Et vous voyez, il y a cette sorte d'arbre de décision qui se fait et qui propose après des outils concrets. Ici, Workflowy, n'hésitez pas à aller l'explorer, c'est un outil génial. Ici, vous aurez la petite vidéo qui permet de comprendre comment l'outil fonctionne. Et donc, ça accompagne, vous êtes face à votre cours directement. Alors, on me demande où est-ce qu'on peut trouver les vidéos. Là, les vidéos sont juste sur mon ordinateur. Après, tout ça, ce sera vraiment mis sur le site du cours en ligne. Pour l'instant, elles ne sont pas encore en ligne. Hein. Cette conférence est un peu préalable au lancement de cette activité. Et donc oui, les vidéos peuvent être regardées autant de fois qu'on veut. Je vois les questions qui arrivent. Autant de fois qu'on veut. En fait, vous avez un accès pendant quand même plusieurs mois. Je ne me suis pas encore totalement décidé sur le nombre, mais l'idée, ce sera plusieurs mois de toute façon. Donc vous pourrez faire même 2 sessions avec ça, parce qu'il y a des outils qui sont utiles. Une fois que vous avez vu les vidéos, vous avez compris les principes, mais après, les outils comme je vous ai présenté là, ce que je viens de montrer, avec vraiment cet arbre décisionnel, quand j'étais petit, je suis pas rentré tout de suite dans la lecture, et ce qui m'a mis dedans, c'est les livres dont vous êtes le héros. Et donc c'est ce côté proactif qu'il y a dans les livres dont vous êtes le héros, ou donc si vous voulez aller prendre le truc à droite, vous allez à droite, etc. J'en ai gardé un kinesthésique assez fort de ça, et c'est ça que j'ai voulu amener. C'est vraiment, on part des questions, tiens, est-ce que c'est plutôt ça, ça? Parfois il y a des questions sur les émotions, hein, il y a un outil que j'aime bien, qui est le scan de la motivation, où on parcourt justement ce qu'on a vu, la joie, la peur, la détermination, et donc à chaque fois on vous demande, tiens, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez maintenant à telle étape? Pensez à ça, puis qu'est-ce que vous sentez? Et en fonction de ce que vous sentez, des conseils vous seront donnés. Donc c'est quelque chose qui accompagne l'étude, ok, quelque chose de vraiment qui se veut dynamique. Et donc vous pourrez le regarder en effet autant de fois que vous voulez. Une fois que vous avez accès, vous vous baladez à l'intérieur, quoi. Il y a certains modules qui doivent se suivre dans l'ordre, c'est la seule chose, parce qu'il y a des prérequis à voir avant d'attaquer, mais sinon ça suit. Et le but, c'est vraiment de vous donner un outil qui sera présent pendant votre blocus, quoi, pendant votre étude, pour vous soutenir. Après, rien n'empêche, si vous avez besoin d'aller encore plus loin, il y a toujours les coachings individuels qui sont là, mais c'est vrai que la période est particulière, j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai trop de demandes, donc je ne pouvais pas y répondre. Et donc voilà, ça permet de transmettre ce que je explique à chaque fois. Donc il y a déjà beaucoup de contenu qui sera là. Et après, vraiment, les coachings sont beaucoup plus spécifiques. Une séance suffit pour un problème, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe, et je vous renvoie éventuellement à telle ou telle notion et tel exercice pour mieux analyser. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous présenter. Donc c'est tout pour le contenu en fait. C'était vraiment ce fil conducteur que je souhaitais vous amener. Mon but ici en ce moment, mais de manière générale hein, par rapport à mon boulot, c'est de pouvoir accompagner les apprentissages et c'est pouvoir relancer les apprentissages. Ok, c'est pas juste mettre des sparadraps, des petits trucs et astuces pour essayer de réussir tant bien que mal. C'est vraiment de pouvoir vous remettre dans cette mécanique d'apprentissage. Et donc cette mécanique d'apprentissage, évidemment que ça nécessite de comprendre comment est-ce que je peux faire. C'est vraiment des outils de méthode de travail pure, mais ça nécessite aussi d'apprendre comment son cerveau fonctionne, de rentrer vraiment dans votre propre mode de fonctionnement, vos spécificités et des choses qui sont universelles pour tout le monde dans l'apprentissage. Et aussi, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est vraiment la place des émotions dans tout ça. Parce que les émotions, quand elles sont pas là, quand elles sont contradictoires, quand elles nous tirent en arrière, vous pouvez mettre toute la concentration que vous voulez, ça tiendra pas longtemps. Quand on cherche à se motiver et que le cœur n'y est pas, vous tenez pas très longtemps avant d'aller partir dans des spirales YouTube ou des séries sur Internet. Et donc vraiment, ce travail de l'émotion, pour moi, c'est là que le travail de fond se fait, parce que une fois que vous avez accès à ces émotions, que ce soit de manière générale, vos émotions de joie, de peur, de détermination par rapport à vos études, par rapport à vos projets, ou que ce soit les émotions plus spécifiques quand vous êtes en train d'étudier, c'est-à-dire vraiment cette test kinesthésique, la capacité à sentir que là il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Si vous avez ça qui se déclenche, en fait pour moi le travail est terminé. Les méthodes de travail, vous allez finir par les mettre en place. Parce que si on a les émotions de l'apprentissage, ces émotions de base qui sont là, qui soutiennent vraiment toute cette mécanique-là, c'est qu'une question de temps avant qu'on trouve des manières de faire. Et je veux dire, le cerveau n'a pas eu besoin qu'on invente le coaching scolaire pour apprendre.
Ok, le cerveau, il sait apprendre de base. On n'a pas besoin des coachs scolaires pour apprendre. Par contre, les questions de motivation, ce sont parfois un peu, voilà, la motivation c'est parfois un peu érodé au fil de la scolarité. Il y a parfois des vécus qui sont mis, etc. Et donc, parfois la remettre en route tout seul, c'est compliqué. Et c'est là que, éventuellement, j'espère pouvoir donner des outils et des solutions. Voilà un petit peu. Donc, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, hein. On a encore un petit peu le temps pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, hors sujet, est-ce que vous avez des livres dont vous êtes le héros à conseiller? Bref, moi j'ai tous mes vieux souvenirs, mais ils ont 20 ans, donc je sais pas s'ils existent encore. Mais oui, j'en avais quelques-uns, mais on peut en discuter par mail si jamais ça intéresse. Faudrait que j'arrive à revoir les titres parce que je me souviens plus, mais j'en ai encore quelques-uns que j'ai gardés en souvenir. Est-ce qu'il y a des questions sur le contenu? Du coup, je vous laisse un petit peu voir sur le chat. Alors oui, peut-être une petite chose pendant que vous notez les questions éventuelles. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont des professionnels de l'accompagnement. Donc par rapport à ça, tous les outils que je propose, la manière dont je travaille, qui est vraiment une méthode ici originale, hein, que j'ai construite pour pouvoir aborder justement ces questions d'émotion, tout ça, je vais en réaliser une formation aussi pour les professionnels. Ça arrivera que plus tard. L'outil que je viens de présenter, c'est vraiment pour les étudiants, mais parce que quand on accompagne ces thématiques-là, il faut être quand même un peu plus au courant aussi. Il y a des compétences émotionnelles, d'identification, de gestion, de compréhension des émotions qui sont à travailler. Et donc tout ça, c'est des choses qui font partie des projets que je vais mettre en place. Ce ne sera pas de l'asynchrone pur. Les formations professionnelles, on a besoin quand même de présentiel. Enfin, présentiel en direct ou en classe virtuelle, on verra un peu comment les choses évoluent. Mais donc voilà, c'est des choses que je propose. Donc si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas. Je garde de toute façon votre mail sous le bras et je peux vous transmettre les infos quand ça sortira. Mais donc voilà, le truc que je propose ici, c'est vraiment pour vous les étudiants, pour vous aider par rapport à ça. Ben, je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas, hein. Moi, je reste connecté jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Chouette. Merci beaucoup. Merci, à bientôt aussi.